Donc le titre du schéma sera coupe frontale. Donc coupe, le titre c'est ça, coupe frontale de la paroi abdominale antérieure plus bourse. Les bourses, ce sont les poches dans lesquelles se trouvent les testicules, plus bourse montrant les enveloppes testiculaires. Montrant les enveloppes testiculaires. Voilà. Donc l'orientation, puisque c'est une coupe frontale, rien ne va changer. Le supérieur est en haut et la gauche est à ma droite. Donc sur cette coupe, on va commencer. Les éléments qui vont nous intéresser en haut, ce sont les muscles de la paroi abdominale. Donc nous avons les 3 muscles larges de l'abdomen. Les 3 muscles larges de l'abdomen, on les a étudiés au début du semestre, c'est-à-dire les muscles de la paroi abdominale et les muscles de la paroi latérale sont en nombre de 3. De la superficie vers la profondeur, nous avons l'oblique externe, l'oblique interne et le muscle transverse. Ensuite, nous avons au-dessus, c'est-à-dire à la partie externe, nous avons la peau. La peau qui va couvrir à ce niveau et elle va couvrir en même temps les testicules de cette manière. C'est-à-dire elle va couvrir les bourses de cette manière. Donc, la première couche, donc les enveloppes testiculaires sont en nombre de 7. Donc, on va essayer de trouver ces 7 couches qui enveloppent les testicules au centre. Donc, la première couche, c'est quoi? La première couche, c'est la peau. Premièrement, c'est la peau. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la peau, les enveloppes testiculaires, est une évagination de la paroi abdominale. Donc, est-ce que la peau qui entoure les bourses, est-ce que la peau qui entoure les testicules a la même structure que la peau abdominale? La réponse, c'est non. C'est la peau, oui, mais elle va subir des modifications aussi bien structurales que physiologiques. Pour quelle raison? La peau au niveau des bourses est une peau qui est mince, qui est très pigmentée, très sensible et en même temps plissée. Plissée par quoi? Par la présence d'un muscle paussier qui se trouve à l'intérieur de cette peau qu'on appelle le dartos. Donc, il y a un muscle à l'intérieur de cette peau et qui constitue la deuxième couche. Donc, le muscle paussier qui est à l'intérieur de la peau s'appelle dartos. C'est pour cette raison, la peau, au niveau scrotal, on ne va pas l'appeler peau, mais on va l'appeler scrotum. Scrotum, et on a dit pourquoi? Parce qu'elle a changé de structure et de physiologie. La deuxième couche, c'est quoi? C'est ce muscle-là, qui est un muscle paussier. Qu'est-ce que ça veut dire paussier? Il est à l'intérieur de la peau, il est incrusté à l'intérieur de la peau, qu'on appelle dartos. Dartos. Et ce muscle dartos est un muscle lisse, involontaire. Et il travaille comment? Il est sensible à la température. Pour quelle raison? Parce que les testicules contiennent des éléments très sensibles qui sont les spermatozoïdes. Supposons qu'il fait froid, qu'il fait très froid. Que va faire ce muscle? Puisqu'il est sensible à la température, il va se contracter. Quand il se contracte, il va soulever les testicules pour les rapprocher au maximum de l'abdomen pour bénéficier de la température du corps, pour qu'il ne gèle pas. Et l'inverse, quand il fait chaud, ce muscle se relâche et par conséquent, les testicules ils vont s'éloigner de la chaleur pour favoriser les conditions optimales à la spermatogénèse. Donc vous voyez que c'est un muscle qui est réflexe et sensible à la température. La troisième couche,
qu'est-ce qui vient après la peau? Il vient l'oblique externe, le muscle oblique externe. Et l'oblique externe est entouré d'une aponevrose. Et cette aponevrose, elle se prolonge en bas pour entourer le testicule, pour entourer et participer à la formation des enveloppes testiculaires. Je vais ajouter là le testicule qui est là et qui est coiffé par l'épididyme à ce niveau et le début du canal déférent. On est orienté maintenant, testicule droit et de l'autre côté, testicule gauche. Comment s'appelle cette membrane qui descend de l'oblique externe? C'est ce qu'on appelle le fascia. Fascia externe. Fascia externe ou bien la fibrose externe ou bien la membrane fibreuse superficielle. Fascia externe ou superficielle. Troisième muscle qui vient, ou bien la troisième structure qui vient, c'est le muscle oblique interne. Et le muscle oblique interne, vous vous rappelez, quand on a étudié les muscles de l'abdomen, on a parlé de ce muscle, son origine, son trajet, sa terminaison, son innervation, son action. Et quand on a parlé de l'action, on a dit son action est double. Premièrement, il permet une flexion du tronc et rotation homolatérale, c'est l'oblique interne parce que son origine est basse, elle est au niveau de la crête iliaque et au niveau du tiers latéral de l'arcade crurale. Et la deuxième fonction, si vous vous rappelez, il émet un prolongement qui descend vers le bas. Et ce prolongement qui descend vers le bas sous forme de fibres qui vont s'épanouir autour du testicule et ces fibres qui descendent, qui viennent de l'oblique interne, on a donné un nom. Hein. Le nom c'est quoi? C'est le crémaster. C'est le muscle crémaster. Muscle crémaster. Donc quatrième couche, c'est le crémaster. Donc c'est quoi le crémaster? Le crémaster, c'est le prolongement des fibres musculaires qui proviennent de l'oblique interne et qui descendent jusqu'au testicule et qui vont entourer le testicule. Mais pour quelle raison? Quelle est la fonction? La fonction, c'est que en cas de menace, par exemple, en cas de danger, par réflexe, on se retire comme ça, ou bien on fait un saut vers l'arrière. Ce saut vers l'arrière fait contracter le muscle oblique interne et par conséquent, il tire le testicule vers le haut, il fait retirer le testicule vers le haut, ainsi il amortit le choc. Donc, et c'est ce qu'on appelle le réflexe crémastérien, qu'on peut chercher par le chatouillement de la face interne de la cuisse qui aboutit à une ascension du testicule vers le haut. Après, c'est la cinquième couche, c'est une aponevrose, bien sûr, qui va venir du muscle transverse. Le muscle transverse, lui aussi, c'est un muscle large de l'abdomen, c'est le plus profond. Il sera couvert de son aponevrose et cette aponevrose, elle va émettre un prolongement vers le bas et qui va couvrir en dedans du crémaster. Il va couvrir le testicule, il va participer à la formation de ces enveloppes testiculaires. C'est ce qu'on appelle le fascia interne ou bien le fascia profond. Donc là, nous avons le fascia profond. Et ce fascia profond provient d'où? Il provient du muscle transverse, c'est le prolongement de l'aponevrose du muscle transverse. Ensuite, la sixième couche, c'est quoi? On revient un petit peu à l'embryologie. Le testicule était intra-abdominal, rétropéritonéal, couvert par le péritoine postérieur et au cours de sa migration, il va descendre et il va ramener avec lui le péritoine. Donc le péritoine, quand il va descendre avec le testicule et par conséquent, là, on va avoir le péritoine pariétal qui va descendre et qui va devenir là viscéral parce qu'il va couvrir une grande partie du testicule. Et toute cette partie du testicule sera couverte, sauf la partie postéro-supérieure de l'épididyme et le bord postérieur qui ne seront pas couverts.
Donc c'est le péritoine. Mais est-ce qu'on va l'appeler péritoine au niveau du testicule? Non, il va avoir un autre nom. Et ce nom, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la vaginale. La vaginale. Donc c'est quoi la vaginale? La vaginale, c'est la portion du péritoine qui a accompagné le testicule au cours de sa migration et qui couvre le testicule. C'est ça la vaginale. Et entre la vaginale et le péritoine est en haut, au niveau abdominal. Là, c'est le péritoine. Péritoine. Et entre péritoine et vaginal, il va y avoir quoi? Un canal. Un canal. Et ce canal, il relie quoi? Il relie le péritoine avec la vaginale. C'est pour cette raison, on l'appelle le canal péritonio-vaginal. À la naissance, ce canal se ferme. Il se ferme et il va former un ligament. L'accollement de deux feuillets péritoniaux, comme M. Gersh vous a expliqué, s'appelle ligament. Donc ici, c'est le ligament, ce qu'on appelle le ligament péritoneo-vaginal. C'est le ligament péritoneo-vaginal. Or, là, on peut tirer une leçon. Il y a une application pratique importante. Il y a beaucoup d'enfants qui peuvent avoir absence de fermeture de ce canal péritoneo-vaginal. Et la maladie va s'appeler comment? La persistance du canal péritoneo-vaginal. Et ça va se manifester comment? Ça va se manifester, premièrement, on vous a expliqué que le péritoine est une séreuse qui sécrète, est une séreuse qui assure la défense au niveau de l'abdomen, est une séreuse qui facilite le glissement entre les organes. Et puisqu'il sécrète, ce liquide qui est sécrété au niveau de la cavité péritoniale, puisque le canal est perméable, va descendre au niveau de la vaginale, il va la remplir et il va donner ce qu'on appelle une hydrocèle. Donc c'est quoi l'hydrocèle? L'hydrocèle est une maladie qui est due à quoi? Il est dû à la persistance du canal péritoneo-vaginal. Et le traitement, bien sûr, il ne peut être que chirurgical. Pourquoi? Parce qu'il faut aller fermer ce canal, obturer ce canal. C'est-à-dire limiter la communication entre la cavité péritoniale et la vaginale. Encore un autre exemple. Parfois, ce canal est très grand, très large. Il n'y a pas que le liquide qui descend, mais on peut avoir les intestins qui peuvent descendre au niveau des bourses. Et on va avoir une grosse bourse. Devant une grosse bourse, il faut toujours analyser. Est-ce que cette grosse bourse contient du liquide ou est-ce qu'elle contient de l'intestin? Ou bien est-ce que c'est une grosse bourse qui est due à une tumeur du testicule? Donc c'est pour cette raison, il faut faire la part des choses. Quand il y a l'intestin qui descend au niveau des bourses, ça, on ne va pas l'appeler hydrocèle parce que hydro veut dire liquide. Et là, on va appeler hernie. Donc c'est un orifice naturel qui est dilaté. C'est ça la définition de la hernie. Donc là, ça s'appelle hernie et on l'appelle comment? Hernie inguino-scrotale, c'est-à-dire entre l'orifice inguinal, c'est-à-dire la zone de sortie du testicule vers les bourses, et puisque l'intestin est sorti par la région inguinale jusqu'au scrotum, c'est une hernie inguino-scrotale. La dernière couche, c'est la septième couche, et si vous voulez, on peut reprendre ici. On a commencé par la peau. Deuxièmement, la deuxième couche, c'est quoi? C'est le dartos. Et le dartos, c'est quoi? C'est le muscle lisse qui est possier à l'intérieur de la peau et qui est sensible à la température. La troisième couche, c'est le fascia superficialis ou superficiel, le fascia superficiel, qui est l'aponévrose du muscle oblique externe. Quatrièmement, c'est le crémaster qui est le prolongement des fibres de l'oblique interne. La cinquième couche, c'est l'aponévrose, c'est-à-dire le fascia, fascia profond. La sixième couche, c'est la vaginale. Et il nous reste la septième couche. Et d'après vous, la septième couche qui protège et qui couvre le testicule, ce n'est que l'albuginée. Donc l'albuginée constitue
la 7e couche qui va protéger le testicule, al-bijuni. Voilà l'anatomie topographique des testicules, puisqu'ils se sont situés dans des poches. L'élément essentiel, c'est de connaître les enveloppes testiculaires. Donc, après avoir vu ces enveloppes testiculaires, après avoir étudié la configuration externe, la configuration interne des testicules, on va passer au dernier chapitre concernant l'anatomie des testicules, qui est la vascularisation des testicules. Donc, ça sera petite vascularisation des testicules. Donc là, je vais passer à une autre page. Une autre page, petite vascularisation des testicules plus enveloppe testiculaire. Et on commence bien sûr par petit a, si vous voulez, ou petit a, la vascularisation artérielle. Les testicules sont des organes qui produisent les spermatozoïdes, et on a dit quand on a coupé le tube séminifère, on a dit que c'est une activité très intense. Hein? La spermatogénèse est une production permanente. Et par conséquent, le testicule est une glande richement vascularisée. Combien d'artères va vasculariser le testicule? 3 artères qui vascularisent le testicule. Donc, on va réaliser le schéma suivant pour expliquer cette vascularisation artérielle. Donc, c'est le schéma d'une vue latérale du testicule montrant sa vascularisation. Donc, vue latérale du testicule montrant sa vascularisation. Sur cette vue, nous allons avoir, voici l'orientation antérieure et postérieure, et bien sûr là nous avons l'épididyme. L'épididyme qui est cet organe tubulaire en forme de serpent qui coiffe la partie supérieure et postérieure du testicule et qui va donner, bien sûr, par la suite, on va voir le canal déférent qui va continuer cet épididyme. Donc là, nous avons le schéma suivant, et sur ce schéma, nous allons placer les vaisseaux qui vascularisent le testicule. Toujours, on revient à l'embryologie. Au niveau embryologique, on a dit que le testicule apparaît à côté, c'est-à-dire de la région rénale, à côté du rein, au niveau de lombaire. Déjà, à ce niveau, il a son vaisseau, et là, c'est-à-dire son artère nourricière. Et l'artère nourricière qui vascularise les gonades, c'est l'artère gonadique. Pour l'ovaire, c'est l'artère ovarienne. Et pour le testicule, c'est l'artère testiculaire. Donc cette artère gonadique, elle naît en regard de L2. Elle naît en regard de L2. C'est une artère qui est paire, artère, c'est-à-dire gonadique droite et artère gonadique gauche. Et après, j'aligne. Et puis, elle va descendre, elle croise la face antérieure des urétères et elle descend au niveau iliaque et après, elle va quitter le bassin à travers les orifices inguinaux. Et elle va descendre. Donc, la première artère qui vascularise le testicule, c'est l'artère gonadique, c'est-à-dire l'artère testiculaire. Cette artère testiculaire, elle va aborder le testicule au niveau du pôle supérieur
au niveau de l'épididyme, au niveau de la tête de l'épididyme. À ce niveau, cette artère va donner deux branches. Une branche antérieure, et cette branche antérieure va venir vasculariser la partie antérieure de la tête de l'épididyme et une branche postérieure. Cette branche postérieure va vasculariser le corps de l'épididyme et une partie de la queue. Donc, comment s'appellent ces deux artères qui vascularisent l'épididyme? Tout simplement, l'artère épididymaire antérieure et l'artère épididymaire postérieure. Et l'artère gonadique, l'artère testiculaire, va continuer son trajet. Elle continue son trajet, elle est toujours à l'extérieur du testicule, elle descend à la face latérale jusqu'au milieu. Et au milieu, cette artère, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va perforer, elle va percer la face latérale du testicule et elle va rentrer à l'intérieur. Quand elle rentre à l'intérieur, on ne la voit plus. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, elle est externe, elle est extratesticulaire, et puis à partir de l'orifice, elle est intratesticulaire. Et elle va se diviser en deux branches. Elle va donner une branche antérieure et une branche, elle va donner deux branches, une branche antérieure et une branche postérieure. Ce sont les branches intratesticulaires antérieures et postérieures. Donc voici la première artère. La première artère, je répète, c'est l'artère gonadique ou testiculaire, gonadique. Cette artère gonadique, comme on a dit, elle naît très haut, elle naît en regard de L2, et puis elle va donner l'artère épididymaire antérieure et l'artère épididymaire postérieure. Artère épididymaire postérieure. Donc, l'artère, quand elle rentre dans l'intérieur du testicule, elle va donner l'artère testiculaire antérieure ou branche antérieure, et l'autre, c'est l'artère testiculaire postérieure. La deuxième source de vascularisation des testicules, elle provient de l'artère iliaque interne. Celle-là, la gonadique, elle vient de l'aorte. La deuxième, elle vient de l'artère iliaque interne. Or, quand on a étudié la vascularisation du bassin, du petit bassin, on a dit que l'artère hypogastrique va donner deux troncs, un tronc postérieur, un tronc antérieur. Le tronc postérieur donne quatre branches, l'ilio-lombaire, la sacro-latérale supérieure, la sacro-latérale inférieure et l'artère fessière ou glutéale. Et le tronc antérieur va donner 8 branches. Parmi ces 8 branches, c'est l'artère vésiculo-déférentielle. L'artère vésiculo-déférentielle, c'est-à-dire elle va vasculariser la vésicule séminale et le canal déférent. Et voici le canal déférent. Donc cette artère qui va suivre le canal déférent jusqu'en bas, elle va accompagner le canal déférent. Donc elle va venir là et on va la voir, cette artère, elle est grêle, malgré qu'elle est grêle, elle va accompagner le canal déférent jusqu'à l'épididyme et elle va monter pour vasculariser l'épididyme et à ce niveau, elle va s'anastomoser. Elle va s'anastomoser avec quoi? Elle va s'anastomoser avec l'artère épididymaire postérieure. Et comme vous voyez, ça va réaliser un véritable cercle artériel qui vascularise le testicule. Donc, deuxième artère, c'est l'artère déférentielle. Donc, on va l'appeler déférentielle, branche de quoi? Artère déférentielle, qui est une branche de quoi? De qui est une branche de la vésiculo-déférentielle. Troisième source artérielle, on a dit il y a 3 artères, la gonadique, la déférentielle, et la troisième c'est quoi? C'est l'artère funiculaire. Funiculaire, qu'est-ce que c'est que cette artère funiculaire? C'est une branche de l'artère iliaque externe. Avant sa sortie, avant son passage de l'arcade crurale, elle donne cette artère.
Cette artère va descendre dans le cordon spermatique. Elle descend dans le cordon spermatique, donc elle aura comme rôle de vasculariser le cordon spermatique. Parce que le cordon spermatique, c'est quoi? Le cordon spermatique, c'est un cordon qui va aller de l'orifice inguinal jusqu'au pôle supérieur du testicule. Et ce cordon spermatique, il contient le canal déférent, les artères, les différentes artères, plus les veines que nous allons voir. Et tout ça, c'est le cordon spermatique. Donc, elle vascularise le cordon spermatique. Quand elle descend, elle va venir s'anastomoser avec les artères, les deux artères précédentes. Donc, c'est l'artère funiculaire. Artère funiculaire qui est une branche de l'iliaque externe. Donc, si je souligne les trois pédicules qu'on a cités, premièrement, l'artère gonadique, deuxièmement, l'artère déférentielle et troisièmement, l'artère funiculaire. Donc ça, c'est le résumé de la vascularisation artérielle. Maintenant, on va voir comment se fait le retour veineux. Le retour, premièrement, artériel, deuxièmement, veineuse. Le retour veineux, deuxièmement, les veines. Or, les veines, au niveau des testicules, ils vont s'organiser de la manière suivante. C'est-à-dire, on ne va pas assister à un schéma calqué sur les artères, non. Mais ça va se faire de la manière suivante, c'est-à-dire sous forme de quoi? Sous forme de plexus. Et on va avoir deux types de plexus. Un plexus veineux qui se situe devant le canal déférent et un autre plexus qui se situe derrière le canal déférent. Mais il y a une différence entre les deux plexus. Le plexus qui est situé devant le canal déférent est un plexus qui est volumineux, qui est consistant, alors que celui qui est derrière le canal déférent est un petit plexus. Donc, comment on va appeler ces deux plexus? On va appeler le premier, qui est gros et qui est en avant, c'est le plexus veineux pré-spermatique, parce qu'il est devant le canal déférent, ou bien pré-différentiel. Donc, c'est le plexus veineux, c'est le plexus pré-spermatique, c'est-à-dire devant la voie spermatique. Et la voie spermatique, c'est le canal déférent. Et le deuxième, c'est le plexus rétrospermatique. Ces deux plexus, ils vont drainer tout le sang des testicules du canal déférent et ils vont monter. Au fur et à mesure qu'ils avancent, ils vont diminuer de nombre et ils vont se réduire à une seule veine. Et c'est quoi cette veine? C'est la veine gonadique. La veine gonadique qu'on a étudiée dans la vascularisation, c'est-à-dire dans la région rétropéritonéale médiane, quand on a étudié l'aorte, quand on a étudié la veine cave, on a parlé de ce retour veineux. Et qu'est-ce qu'on a dit? Il va y avoir une différence entre la veine gonadique gauche et la veine gonadique droite. La veine gonadique droite, s'il s'agit d'un testicule droit, cette veine gonadique, il va se jeter directement au niveau de la veine cave inférieure. Par contre, quand il s'agit du testicule gauche, cette veine gonadique, elle va se jeter au niveau de la veine rénale. Et ce schéma, on l'a déjà fait quand on a étudié le retour veineux au niveau des reins. On a placé les veines rénales, on a placé la veine cave et on a montré le retour de ces veines gonadiques. Mais là, il y a une application clinique extrêmement importante, et on l'a déjà signalé, c'est que la veine gonadique droite qui se jette directement dans la veine cave, il n'y a pas de problème, mais la veine gonadique gauche qui se jette au niveau de la veine rénale gauche, quand il y a une adénopathie, c'est-à-dire un ganglion lymphatique qui augmente de volume et qui comprime la veine rénale, ou bien une tumeur rénale, ou bien n'importe quel processus qui comprime la veine rénale, il va comprimer aussi la veine gonadique gauche et ça va se manifester par quoi? Ça va se manifester par une dilatation de ces veines. Et comme le professeur Gersh vous a expliqué, la dilatation des veines au niveau du bas œsophage qui constitue des varices, la même chose ici, il va y avoir des dilatations veineuses qu'on appelle varices.
varices. Ce sont des varices de la veine gonadique et cette pathologie, on l'appelle comment? On l'appelle varicocèle. Donc, c'est quoi varicocèle? Varicocèle, c'est une dilatation. Varicocèle. Et c'est quoi varicocèle? C'est une dilatation des veines gonadiques au niveau scrotal, au niveau des bourses. Donc, on reçoit un patient qui vient consulter pour varicocèle gauche, on doit toujours penser à un processus situé à côté des reins et ça peut être secondaire à une tumeur rénale ou bien à un processus quelconque qui comprime la veine rénale. Concernant le drainage lymphatique, donc après les veines, on passe à troisièmement le drainage lymphatique. La lymphe. Donc le drainage lymphatique, on revient toujours à l'embryologie. Le testicule a une origine embryologique haute, il a migré, il a ramené ses vaisseaux, mais il n'a pas ramené ses ganglions. Les ganglions sont restés à côté des reins. Donc une tumeur testiculaire va donner des métastases ganglionnaires à quel niveau? Elle va les donner à côté du rein. Donc le drainage lymphatique se fait au niveau des lymphonodes aorto-rénal, aorto-cave et latérocave. Pourquoi? Parce que nous avons l'aorte à gauche, la veine cave à droite et les deux reins. Donc le drainage lymphatique se fait au niveau de ces trois territoires. On passe à la fin pour parler des drainages, c'est-à-dire de la vascularisation des enveloppes testiculaires. Et très rapidement, on va dire les enveloppes testiculaires, puisque l'origine c'est au niveau de la paroi abdominale, donc la vascularisation va provenir de l'artère fémorale commune. L'artère fémorale commune, comme on l'a étudié en myologie, et vous avez étudié la région inguinocrurale, et on vous a montré l'artère fémorale quand elle rentre au niveau du triangle de Scarpa, c'est l'artère fémorale commune, il va donner 4 branches. Elle va donner la sous-cutanée abdominale, qui va vasculariser la paroi antérieure de l'abdomen. Elle va donner l'artère circonflexe iliaque superficielle qui va s'anastomoser avec l'artère circonflexe iliaque profonde qu'on a vue et qui provient de l'artère hypogastrique. Et 2 autres branches, ce sont les artères génitales. Ce sont des artères génitales externes ou bien anciennement nommées artères honteuses externes. Il y en a 2, une supérieure et une inférieure. Donc les enveloppes testiculaires sont vascularisées sur le plan artériel par 2 artères génitales qui proviennent de l'artère fémorale superficielle, commune. Et puis le drainage veineux, il est exactement calqué sur le schéma artériel. Par contre, les lymphatiques, supposons un processus au niveau scrotal, c'est-à-dire au niveau de la peau, des bourses, où est-ce qu'il va donner son métastase, c'est-à-dire le drainage lymphatique. Si on veut chercher les ganglions, on va les chercher à quel niveau? On ne va pas les chercher à côté des reins parce que l'origine n'est pas le même, on va les chercher au niveau inguinal. Donc, à l'aide de la main, par la palpation, on arrive à palper les ganglions en cas de processus au niveau scrotal. Donc voilà, ainsi prend fin cette première partie concernant l'étude des glandes et c'est-à-dire on l'a consacrée à l'étude des testicules et on va voir par la suite l'anatomie de la deuxième glande qui est la prostate. Je vous remercie.